La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Une énorme explosion à l'entrée d'un tunnel de Sicile et l'Italie replonge dans le cauchemar. Bien sûr que je le savais. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Il y a deux types d'êtres humains sur Terre, ceux qui ont peur et ceux qui ont peur aussi, mais placent quand même leur courage plus haut. Les juges Falcone et Borsellino sont de ceux-là, des juges intègres qui ont lutté les yeux dans les yeux contre la mafia. Et qui en sont morts, leurs voitures déchiquetées ont explosé. Et l'Italie, ce jour-là, s'est réveillée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Deux noms qui ont marqué l'histoire dans cet épisode, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, deux hommes qui, depuis l'intérieur du système judiciaire, ont combattu à la fois la violence, la corruption de la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, et la défaillance de l'État italien. Leur mort a provoqué un énorme séisme en Italie. Probablement pas seulement parce que des représentants de la justice ont été tués ce jour-là, ils sont loin d'être les premiers en Sicile à l'époque, mais parce que, et c'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui, à un moment donné, la société ne peut plus accepter l'absence d'État, la déliquescence qui laisse place à la violence, à la peur, à l'arbitraire, au muselage de toute une société. On retisse donc aujourd'hui le fil de l'histoire de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. On remonte aussi le fil du temps jusqu'à aujourd'hui pour tenter de comprendre quelle est la place de la mafia, des mafias, dans notre société en Belgique. Avec nous, François Farcy. Bonjour. François. Bonjour. Vous êtes directeur de la police judiciaire fédérale de Liège, un des fins connaisseurs des mafias qui agissent en Belgique. D'abord, peut-être là-dessus, pourquoi est-ce que, selon vous, ça vaut la peine de raconter cette histoire de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino ? Je veux dire, on a parlé à l'époque d'une guerre contre les mafias et on sait que après les guerres, il faut faire un effort de mémoire pour éviter que l'histoire ne repasse les plats, généralement. Avec nous aussi, Sarah Vantor, vice-présidente de l'association Basta. Bonjour. Bonjour. Alors Basta, c'est une association qui lutte contre toutes les formes de corruption et de criminalité organisée, plus particulièrement de type mafieux. Pour vous, pourquoi, même question, pourquoi est-ce que c'est important de revenir sur cette histoire, sur cet assassinat des juges Falcone et Borsellino ? Je crois que c'est important d'en parler parce que ça pourrait se passer aujourd'hui aussi et chez nous. Je crois que notre État, notre société civile doivent arrêter la criminalité organisée avant que la situation ne s'aggrave, avant qu'il n'y ait plus de victimes. On va parler de tout ça. Hein. Oui, et on accueille aussi Sébastien Joris. Bonjour. Bonjour. Sébastien qui est journaliste ici à l'RTBF, journaliste judiciaire. Donc, même question traditionnelle qu'à nos deux autres invités. Pourquoi pour vous c'est important d'en reparler de cette histoire-là ? Mais parce qu'en effet, au regard de l'histoire, il semble important de se poser la question, serait-ce possible aujourd'hui et serait-ce possible chez nous, en partant d'un constat, en termes de moyens matériels et financiers, en termes de pouvoir d'influence et de nuisance, aujourd'hui, les mafias sont sans doute toujours aussi puissantes. On se replonge donc dans nos archives pour revenir sur cette sombre journée où le juge Falcone a été assassiné. « 23 mai 1992. L'après-midi touche à sa fin à Capaci, dans les faubourgs de Palerme, en Sicile. Il va être 18h et deux hommes sont nerveux. Giovanni Brusca et Antonino Gioè tirent frénétiquement sur les cigarettes qu'ils fument les unes derrière les autres. Postés dans les fourrés qui s'accrochent aux parois rocheuses du Pizzo Molica, ils regardent l'autoroute en contrebas. L'A29 relie l'aéroport de Palerme au centre-ville. Giovanni Brusca attend le signal. Depuis ses 19 ans, il a tué plus d'une centaine de personnes. Lui, le bras droit du parrain des parrains. Lui, le chef de famille affilié à la Cosa Nostra. Et tout de même inquiet. Ça fait 2 semaines qu'il prépare cette attaque. Ils ont amené des barils d'explosifs dans un tunnel d'évacuation d'eau qui passe sous l'autoroute à la hauteur de la sortie Capaci. Et aujourd'hui, le signal a été donné. Un convoi de véhicules blindés vient de quitter le domicile du juge Falcone, célèbre juge antimafia.
les voitures, vont forcément le chercher à l'aéroport. Il va donc repasser d'une minute à l'autre. Les barils d'explosifs qui attendaient sous l'autoroute depuis 2 semaines ont été reliés au détonateur et c'est lui, Giovanni Brusca, qui tient le boîtier en main. Le doigt sur le levier qui actionnera la bombe. Tout à coup, le convoi apparaît au détour d'un virage. Les voitures dépassent un frigo abandonné au bord de l'autoroute qui doit servir de repère. Giovanni Brusca sait qu'il doit, maintenant, actionner la bombe. Jean-Pierre Jacquemin. Bonjour, une énorme explosion à l'entrée d'un tunnel de Sicile et l'Italie replonge dans le cauchemar. Le juge anti-mafia Giovanni Falcone a été assassiné hier vers 18h20 par la mafia. Sur la route près de l'aéroport de Palerme, alors qu'ils arrivaient de Rome, une bombe d'1 tonne a tué au total 6 personnes. Le juge, sa femme, le chauffeur et 3 gardes du corps. La voiture blindée conduite par le juge lui-même a été projetée à une dizaine de mètres et la route est ravagée sur un demi-kilomètre. Le juge Falcone était l'image même de la lutte contre la mafia, les parrains et les trafiquants de drogue. Il avait 53 ans. Tout a commencé des années plus tôt. Dans cette Italie où la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, est toute puissante. À l'époque où Hugues Lepage est le correspondant de la RTBF à Rome. Si on veut essayer de comprendre, René, ce qu'est exactement la mafia, il faut se dire que c'est l'addition de peut-être 3 facteurs. C'est à la fois la puissance culturelle et idéologique d'une église, c'est la puissance économique d'une multinationale, de la construction du bâtiment jusqu'à la drogue, et aussi finalement les moyens et l'organisation d'un État. En Sicile, l'État est quasiment inexistant, la mafia a pris sa place en creux, si j'ose dire. Un État dans l'État. Un État dans l'État ou un État contre l'État. Et au niveau national, c'est un État faible, c'est un État jeune, c'est un État décentralisé qui n'arrive pas à imposer une politique et aussi parfois qui ne le veut pas vraiment en fonction des forces politiques qui le dirigent. Impunité, toute puissance, ceux qui veulent s'opposer à la Cosa Nostra sont tout simplement assassinés. En 1979 et 1980, sombres années, la mafia sicilienne tue journalistes, politiciens, policiers, magistrats, notamment parce qu'au sein de la Cosa Nostra, un homme, Toto Riina, petit paysan marié à l'institutrice de son village, un homme venu du clan rural de Corleone et au centre de l'Italie, est en train de grimper les échelons de la mafia sicilienne. Sanguinaire, violent, Toto Riina veut la place du chef à Palerme. Il veut être le parrain des parrains siciliens. Alors la surenchère dans la violence n'a plus de limite. L'État, pourtant, tente de réagir. En 1983, un magistrat, Rocco Chinnici, monte une équipe, un pool anti-mafia. Quelques hommes intègres. Des juges qui sont prêts à rester courageux, malgré la peur. Parmi eux, 2 hommes, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. 2 amis, nés à Palerme, dans le même quartier, 2 amis qui ont grandi sur une île gouvernée par la mafia. Dans les couloirs du palais de justice, on les voit souvent, tous les 2 discuter, cigarette en bouche, le même costume, la même cravate, la même moustache. En 1983, leur chef, Rocco Chinnici, est assassiné. Toto Riina a finalement pris la tête de la Cosa Nostra et la violence se déchaîne. Et pourtant, au même moment, à l'autre bout du monde, un homme, mafioso sicilien lui aussi exilé au Brésil, est prêt à passer à table. Tommaso Buscetta, c'est son nom, veut la peau de Toto Riina et décide de tout raconter au juge Falcone. Comment fonctionne la Cosa Nostra ? Qui est qui fait quoi ? Qui sait quoi ? En septembre 1984, le pool anti-mafia mène une gigantesque opération, un coup de filet, qui mène à 365 mandats d'arrêt. C'est du jamais vu. Dans les fourgonnettes des policiers, il n'y a qu'un seul absent. Toto Riina, le parrain des parrains siciliens, a échappé aux perquisitions. Les chefs de la Cosa Nostra sont toujours en liberté, même si d'énormes efforts ont été faits ces dernières semaines par nos polices. Nous sommes entrés dans la phase chaude de la lutte contre la mafia. Le juge Falcone devient une star, symbole de la lutte contre la mafia, comme s'il luttait seul
contre la Cosa Nostra. Ce n'est pas une guerre privée entre un juge et la mafia, c'est en fait une bataille qui concerne tout le monde, la vie et la santé des générations futures. Pour mener cette bataille, il faut un grand procès. Après les révélations de Tommaso Buscetta, 475 personnes sont inculpées. Or, il n'y a pas de salle d'audience suffisamment grande pour un tel procès. Résultat, un inimaginable bunker sort de terre en quelques années, accolé au coin de la prison de Palerme. Le transfert quotidien de centaines de mafieux de la prison au tribunal était en effet impensable. Le 10 février 1986 s'ouvre ce qu'on a appelé le maxi-procès. Face au juge, dans la salle en demi-cercle, il y a le public, et puis tout le long de l'arc que décrit la salle d'audience, des cellules, des cages sont alignées derrière les barreaux, des rangées de bancs où sont installés des centaines d'inculpés. Le 21 novembre 1987, après des mois de procès, tous les chefs de la Cosa Nostra sont condamnés à la prison à perpétuité. Totò Riina, le parrain des parrains, est lui aussi condamné. Mais il est en cavale et il a un espoir, que le jugement du maxi-procès soit revu en cassation. Après cela, se dit-il, il pourra se retirer dans une villa qu'il a fait construire dans son village natal à Corleone. Alors, pendant plusieurs années, la situation se calme, la violence retombe. Totò Riina attend que la condamnation soit annulée. Il est confiant parce que le juge qui s'occupe de ces affaires-là à Rome statue toujours en faveur de la mafia. Pendant ce temps-là, le juge Falcone a pris la direction générale des affaires pénales au ministère de la Justice italien. Et il s'assure, parce que c'est son rôle, qu'un autre juge statue sur la cassation du méga-procès des mafieux. Le 30 janvier 1992, le pourvoi en cassation est rejeté. Toutes les peines sont confirmées. Totò Riina entre dans une rage terrible. À partir de ce moment-là, Giovanni Falcone sait qu'il est en danger. Bien sûr que je le savais. Tout le monde sait que nous sommes en danger quand on lutte contre la mafia. D'ailleurs, en juin 89, j'ai été l'objet d'une tentative d'attentat très sérieuse. Ils avaient déposé 58 bâtons de dynamite sous la villa que j'avais louée. Mais attention, le fait que les mafiosi soient des criminels ne doit pas nous conduire à les mépriser. À part les respects qu'on doit avoir pour tout être humain, en piochant, en creusant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très différents de nous. Continuer à respecter les êtres humains parce qu'ils sont des êtres humains. Ne pas mépriser, creuser, chercher à comprendre. Quand les barils ont explosé sous l'autoroute A29, quand la Fiat Coimbra grise qui conduisait le juge Falcone a volé dans les airs, quand la terre rouge s'est déchiquetée pour ne laisser qu'un cratère de plus de 10 mètres de profondeur, il n'y a pas seulement 5 personnes qui sont mortes. Il y a aussi l'intégrité, le courage qui éclate au grand jour. Et tout à coup, la société italienne n'en peut plus et sort dans la rue. Cette matinée de manifestation dans les rues de Palerme a été ponctuée de discours, de pleurs, de cris de vengeance et d'appels à la justice. Dans la foule, le visage d'une jeune femme encadrée de boucles brunes, vêtue de noir, vient frapper le cœur de l'Italie. Rosaria Costa vient de perdre son mari, garde du corps du juge Falcone mort dans l'attentat. Prise dans ses larmes, micro à la main, elle s'adresse directement à la mafia. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Sachez que vous pouvez être pardonné. Je vous pardonne, mais vous devez vous agenouiller si vous avez le courage de changer. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Mais vous ne changez pas. Di cambiare. Alors que la société italienne se réveille, l'enquête progresse. Les policiers italiens, assistés d'agents du FBI américain, ont donc déterminé les empreintes génétiques de l'un des auteurs de l'attentat contre le juge antimafia Giovanni Falcone, grâce surtout à des analyses de la salive retrouvée sur 80 mégots de cigarettes abandonnés près du lieu de l'assassinat. Avec l'assassinat du juge Falcone, Totò Riina, chef de la mafia toujours caché, espère continuer à faire peur et négocier une révision du méga-procès. Mais pour les autorités, désormais, c'est impensable. Alors le chef de la Cosa Nostra s'enfonce encore plus loin dans la violence.
2 mois après l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie au juge antimafia Giovanni Falcone, la mafia frappe de nouveau fort. Cette fois, c'est dans un quartier de Palerme que la mafia a fait exploser une bombe au passage de la voiture d'un autre juge et de son escorte. Le juge Paolo Borsellino a été tué sur le coup, ainsi que sa femme et 4 policiers. En outre, il y a une quinzaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Le juge Borsellino avait confié quelques jours auparavant qu'il savait qu'il luttait contre le temps. Son sort était scellé. À quelques kilomètres de là, dans un quartier résidentiel de Palerme, un autre homme ne se doute pas que le temps qui lui reste à vivre en liberté est compté. Toto Riina a été dénoncé par un membre de son clan. Son repère a été localisé par la police. Le 15 janvier 1993, une Citroën noire passe le porche d'une résidence sans âme. À son bord, Toto Riina et son chauffeur. Ils sont arrêtés un peu plus loin, juste avant un rond-point près du périphérique de Palerme. Le parrain des parrains de la Cosa Nostra est tombé. En Italie, on ne compte plus les points marqués par la lutte anti-mafia et aujourd'hui, c'est un véritable couronnement qu'ont connu les 1500 membres de la DIA, la direction des enquêtes anti-mafia, avec l'arrestation de Toto Riina, qui n'est autre que le chef suprême de la Cosa Nostra. Une arrestation due sans doute aux divisions à l'intérieur de la mafia, mais due aussi à une véritable volonté des autorités italiennes d'en finir enfin avec le crime organisé. Sarah Vantor, vous qui êtes vice-président d'une association qui lutte contre la mafia, qui veut que la société civile lutte contre la mafia, à ce moment-là, dans la société italienne, l'assassinat des juges Falcone et Borsellino, c'est un énorme choc. Oui. C'était un peu, pour beaucoup de gens, le 23 mai et le 19 juillet sont comparables à ce que le 11 septembre est pour beaucoup d'autres. Beaucoup de gens se souviennent de l'endroit où ils se trouvaient et ce qu'ils faisaient au moment qu'on a appris la nouvelle. Mais pourquoi est-ce que les gens sont tellement émus? Parce que on l'a pas tellement, ça se sent peut-être pas tellement dans le récit ici, mais on a énormément d'archives, des manifestations qui ont eu lieu après, qui sont des manifestations qui sont même parfois violentes. La population dit on n'en peut plus. Pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là, alors que depuis plusieurs années, il y a des assassinats de magistrats, d'avocats, de journalistes? Comment ça se fait que ce moment-là de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino va avoir tellement d'impact sur la société? Mais en fait, dans les années 70 et 80, il y avait déjà une augmentation de la résistance au crime organisé et le soutien aux institutions, aux forces de police dans la lutte contre le crime organisé. En fait, la résistance civile à Cosa Nostra est aussi vieille que Cosa Nostra elle-même. Mais après Falcone et Borsellino, qui étaient des symboles, comme on a entendu, de la lutte contre Cosa Nostra, l'antimafia s'est senti un moment perdu parce qu'ils avaient perdu ses meilleurs hommes symboliques. Mais c'est de là qu'est venu le tournant aussi de la société civile. Et d'un vrai soutien populaire à ce moment-là. Oui. Donc les manifestations de masse, le fait de se réunir et de crier ouvertement indignation contre la mafia, mais aussi contre la complicité de la classe politique, entrepreneuriale et institutionnelle, a permis de faire comprendre à la mafia qu'elle n'avait pas le soutien de tout le monde, et 2, ça a permis à sensibiliser ceux qui pensaient encore que ce n'était pas un problème qui les concerne et en tant que citoyen ou un problème italien. À l'époque, la mafia était considérée comme un problème régional ou une simple guerre de criminels entre eux. François Farcy, peut-être d'abord un peu de pédagogie aussi à ce stade de l'émission. C'est quoi une mafia ? Et est-ce que la Cosa Nostra, cette mafia italienne qui est un peu, même dans l'imaginaire cinématographique, déjà présente, rien que la ville de Corleone est connue par le cinéma, même avant cet assassinat du juge Falcone. Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que toutes les mafias fonctionnent de la même manière ? Est-ce qu'il y a une structure qui rassemble toutes les mafias derrière le terme mafia ?
Oui, bon, on pourrait y passer la journée, évidemment. Non, mais il faut résumer. La mafia, dans le terme reconnu au niveau des criminologues notamment, c'est un type particulier d'organisation criminelle. Donc on a depuis la Convention de Palerme en 2000 de Nations Unies sur les organisations criminelles, une définition qui est plus ou moins la même dans tous les pays. C'est-à-dire qu'une organisation, c'est une organisation de plus de 2 personnes qui est structurée dans le temps, qui fait appel à des structures commerciales ou autres, qui commet des infractions d'un certain niveau de gravité et qui a des fins essentiellement de gagner du patrimoine et de faire du business en quelque sorte, avec, selon la législation, un impact sur la société civile ou la société politique, ce qui n'est pas le cas dans la législation belge actuellement. Les mafias, c'est quelque part un cran au-dessus. Avec, derrière tout ça, il y a ce que j'ai exposé ici, c'est un peu la définition du code pénal. Oui. Mais la mafia, c'est tout un volet culturel, je vais dire la culture criminelle, est née notamment en Italie avec des mafias reconnues globalement, qui sont la Cosa Nostra en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre, dont on parle énormément pour l'instant, parce que c'est probablement celle qui est la plus nuisible pour le moment. On a la Sacra Corona Unita dans les Pouilles, et alors la Camorra napolitaine. S'ajoute à d'autres des organisations qu'on dit aussi mafieuses, telles que les triades chinoises, la mafia turque dans une certaine mesure. Et tout ça donne en fait, avec des critères plus, je vais dire, de culture criminelle, d'organisation qui est très fermée, qui fait appel à un code d'honneur, parfois à des rites d'affiliation et d'intégration. La 'Ndrangheta, elle, par exemple, très liée aux clans et aux familles. Il y a quelque chose de pyramidal aussi, avec des chefs. Oui, pyramidal, mais pas toujours, parce qu'on parle, là le débat est ouvert et beaucoup de criminels sont encore en discussion. Par exemple, quand on parle génériquement de la mafia albanaise, beaucoup disent que ce n'est pas une vraie mafia, même si elle est structurée généralement sur base de clans et de familles aussi. Mais la Cosa Nostra et la 'Ndrangheta, qui sont, avec la Camorra peut-être moins, mais les stéréotypes, il y a tout un aspect rite d'initiation, affiliation, l'omerta. Un côté clanique quand même. Un côté vraiment clanique, et surtout une certaine pérennisation. Et un autre élément qui est important au niveau des mafias, et beaucoup d'organisations criminelles aussi, c'est finalement l'aspect contrôle d'un territoire. À Palerme et en Sicile, la base des mafias, c'est le contrôle d'un quartier, avec un capo local. Et puis il y a, à cette époque-là en tout cas, c'est encore le cas maintenant mais moins, une structuration alors vraiment avec cette coupole dont on a parlé, avec Totorina qui fut le capo dei tutti capi, comme on l'appelait à l'époque, avec vraiment une structuration et une capacité de nuisance importante, mais surtout une pérennisation. Ça veut dire que si vous arrêtez un soldat de l'organisation, ça ne change pas grand-chose finalement. Sarah Vanthoor, on entend François Farcy dire c'était le cas, cette structuration, la présence dans le territoire, etc. à l'époque, c'est moins le cas aujourd'hui. Ça veut dire que l'assassinat des 2 juges, il a changé quelque chose en Italie, dans la présence des mafias et aussi dans la manière dont la société s'est structurée contre ces mafias. Alors, qu'est-ce qui a changé après les attentats et surtout après l'arrestation de Totorina? Ça a été qu'après le 93, il y a eu beaucoup moins d'assassinats ou de violences, comme on l'a vu dans les années 70 et 80, parce que Bernardo Provenzano, qui est devenu le nouveau capo de Cosa Nostra, avait une politique très, très différente. On devait collaborer avec la politique, avec les entrepreneurs, mais ne plus se faire voir comme ça. Le mode d'action, c'est plus la violence. Ce qui est peut-être important à dire, c'est qu'à un moment donné, Totorina, et je crois que c'est aussi lié à sa personnalité, il y a des bouquins qui ont été créés là-dessus, est passé dans la version terrorisme qui a des éclats. Or, la finalité d'une mafia pour faire de bonnes affaires, c'est de rester discrète. Et là, à un moment donné, il est allé trop loin. Et comme on le disait, Provenzano a compris que ce genre de choses, des coups d'éclat, des attentats, des explosions et des assassinats, c'était mauvais pour le business. Surtout qu'il y a eu cette réaction de la population qui a dit maintenant c'est trop. Et des autorités qui, à ce moment-là, ont dit bon, maintenant, on va quand même mettre un peu le paquet pour arrêter les choses. Et ils se sont rendus compte que oui, on doit repasser sous le radar pour continuer à faire nos affaires sans être trop dérangé.
On entend, il y a ce mouvement de balancier dans la manière dont les systèmes mafieux peuvent fonctionner. On continue à avancer dans cette histoire qui a continué depuis l'assassinat des juges Falcone et Borsellino, qui a continué en Belgique aussi. La première, l'histoire continue. Il y a les années 90, cette spirale de la violence qui a mené à l'assassinat des juges Falcone et Borsellino. Et puis, il y a aujourd'hui en Belgique un phénomène de mafia qui est très présent. Sébastien Joris, un très gros dossier qui s'appelle notamment Sky ICC. Oui, qu'est-ce que c'est Sky ICC ? C'est en fait un réseau de téléphones cryptés utilisés par les organisations criminelles, avant qu'ils ne soient démantelés par la police il y a quelques mois. Alors, des téléphones hyper sécurisés pour protéger ces communications, en soi, ce n'est pas du tout légal. Le problème avec Sky ICC, c'est que le réseau avait été développé par et pour les criminels, afin de rester sur les radars de la police et d'organiser les activités illégales. Sky ICC n'était pas le seul réseau du genre. Il y en avait, il y en a toujours d'autres, mais Sky ICC était démantelé par la police. Plus que ça, avant d'être démantelé, il a été piraté, infiltré. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que la police a pu décoder, alors à ce jour, 700 millions de messages. Vous entendez bien ? 700 millions ça a dû être de messages. Des messages écrits, mais aussi des photos. Alors, sur du trafic de drogue, sur de la corruption, sur du blanchiment d'argent, sur de la violence. En gros, ce décodage, ce décryptage de messages a permis d'étaler au grand jour, en tout cas pour les forces de police et pour la justice, d'étaler au grand jour tout ce qui se passait au sein de ces organisations criminelles. Le pouvoir financier, le niveau de violence aussi, parce que le niveau de violence est extrême, en tout cas dans les organisations souterraines. À ce jour, suite à ce décryptage de messages, environ 2000 suspects ont été identifiés, vous entendez bien, 2000 suspects identifiés, dont près de 500 aujourd'hui arrêtés. Donc 2500, vous le comprenez, le travail, il est loin d'être terminé. Et en fait, ce travail, il s'est effectué, et il s'effectue toujours selon 3 axes. Le premier, c'est démanteler le réseau de téléphonie en lui-même. Ça, c'est l'opération de mars dernier, donc arrêter les fournisseurs, les revendeurs. Deuxième axe, ce sont tous les dossiers qui existaient déjà et qui ont été enrichis par les données récoltées dans les téléphones cryptés. Donc des enquêtes déjà en cours, mais qui ont connu un sacré coup d'accélérateur. Et ça, c'est ce qu'on a connu au mois d'octobre, avec une très grosse opération principalement en province de Liège, et puis une autre très grosse opération principalement en région bruxelloise pour démanteler un trafic international de cocaïne, en tout cas plusieurs trafics internationaux de cocaïne. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, ce sont des nouveaux dossiers, puisque dans les messages, on a découvert de nouveaux faits, de nouveaux suspects sur lesquels il faut maintenant travailler. En tout, si on compte les dossiers enrichis plus les nouveaux dossiers, il y a 275 enquêtes, la plupart toujours en cours, avec 2 gros dossiers pour la police et pour la justice. Et vous l'avez évoqué, c'est la masse de données à traiter absolument énorme. Et puis aussi un enjeu de temps, puisque si on attend trop, les informations qu'on a détectées dans les téléphones elles vont perdre de leur pertinence. François Farcy, grâce à toutes ces données, vous avez pu cartographier quelque part la présence des mafias en Belgique aujourd'hui ? Oui, c'est une formidable opportunité qu'on a eue évidemment de rentrer dans quelque part ce réseau de communication des milieux criminels organisés. Ça a permis, c'est toujours en cours parce qu'on a dit quand on voit le volume de données à traiter, ce n'est pas encore terminé, mais ça a permis de faire un éclairage sur la situation en Belgique, mais en Europe, parce que les ramifications sont évidemment internationales, d'avoir une mise à jour des structures criminelles qui sont ici essentiellement liées au trafic de cocaïne, mais pas que. On a parlé d'énormément de violence, d'influence, de corruption, de trafic d'armes. Et donc, ces données, oui, permettent d'améliorer l'image et surtout de nous donner une opportunité qu'on n'aura peut-être pas souvent de pouvoir les combattre, sachant que, et ça c'est toute la problématique du volume à traiter et des moyens dont on doit disposer, c'est que, je le dis toujours, la nature ayant horreur du vide, mais depuis Sky ICC au mois de mars, le milieu criminel s'est réorganisé, a trouvé d'autres plateformes, a investi d'autres milieux, d'autres modes opératoires. Et donc, c'est une guerre qui n'est pas terminée et qui nécessite évidemment de pouvoir continuer à suivre ces informations et à les cartographier notamment. Et aujourd'hui, quelles sont les mafias qui sont présentes en Belgique ? Est-ce que la Cosa Nostra est là ? Est-ce que Ndrangheta est là ? Est-ce que les mafias albanaises ? C'est quoi les grandes influences mafieuses en Belgique aujourd'hui ? Et elles se trouvent où géographiquement dans notre pays ?
On est en plein par rapport aux années 90, évidemment, dans le caractère international. La Cosa Nostra n'a pas disparu, loin de là, mais certainement affaiblie parce qu'elle a été, notamment suite aux événements dont on vient de parler, assez ciblée par les autorités. Il y a les autres mafias italiennes, et on a parlé de la 'Ndrangheta, qui est certainement la plus active et la plus dangereuse actuellement. Mais on a évidemment toute une série d'organisations internationales qui, notamment à travers le trafic de cocaïne, notamment d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale vers la Belgique, sont présentes, s'implantent en Belgique et en Europe pour leur business. Donc on commence à retrouver des organisations criminelles type cartel. On n'est pas vraiment dans le mafia, mais on est dans l'organisation criminelle comme les cartels colombiens ou ce qu'on appelle la mafia mexicaine aussi, pour des raisons de business. Et on est surtout dans un travail de réseau entre organisations, ce que j'appelle des joint ventures. Donc les Colombiens s'associent à des mafieux italiens ou à des clans albanais pour un business de trafic, établir une ligne de cocaïne entre l'Amérique du Sud et Anvers ou Rotterdam, etc. Et aussi parfois avec des étincelles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord ou bien ils ne sont pas les derniers à se jouer des sales coups, avec toute cette violence qui évidemment est derrière. Et c'était la question que je voulais vous poser, Sébastien Joris. Il y a cette présence sur le territoire belge avec une violence qui est importante. Oui, alors ça, François Farcy a un accès direct, j'imagine, au message de Sky ici, il pourrait peut-être mieux en parler que moi, mais en effet, de ce qui nous revient des services de police et des quelques éléments dont on a pu prendre connaissance, il y a dans ces photos des images de corps démembrés. On est à un niveau que nous ne soupçonnions pas, en tout cas du point de vue de la société de manière générale. Alors certes, ça se passe entre gangs, ça se passe entre clans, ça se passe entre mafias, donc c'est souterrain, mais le niveau de violence, il est incroyablement présent entre ces organisations. C'est ce que dit aussi ce dossier Sky ici, c'est ce qu'il révèle. Mais quand même, peut-être, puisqu'on vient d'entendre le récit de ce qui s'est passé en Italie et de cet assassinat du juge Falcone en 92, est-ce qu'on est à ce stade en Belgique dans une organisation mafieuse qui est peut-être moins démonstrative, mais tout aussi présente, parce que voilà, on fait quand même un peu la comparaison entre ce qui s'est passé à l'époque et puis ce qui se passe maintenant ici. Et des gros coups de filet aussi, qui ont eu lieu à l'époque, on voit ce qu'ils ont eu comme impact, et des gros coups de filet ici aussi. Oui, parce qu'on parle de presque 400-500 personnes, on est presque dans les chiffres de méga procès en Italie. Disons, ce qu'il y a, c'est que l'action policière, action-réaction, comme on dit souvent, pourrait pousser certaines organisations criminelles. Et je dis, si la Cosa Nostra, par exemple, a tiré les leçons, et beaucoup d'organisations ont tiré les leçons en disant on doit rester sous le radar, être le plus discret possible, on se rend compte qu'il y a d'autres organisations criminelles qui n'ont peut-être pas la même vision. Je pense notamment, on a parlé beaucoup, c'est vrai que c'est souvent de la violence interne au réseau entre eux pour des contrôles de territoire, des contrats non remplis, un détournement d'une cargaison au profit d'un autre, etc. Mais il y a d'abord les effets collatéraux. Moi, je reviendrai même à l'initial, c'est que les activités criminelles de ces gens-là sont une menace pour la population. On parle de la cocaïne, quand on voit le volume de stupéfiants qui sont déversés en Europe et ailleurs, c'est quand même un risque majeur de santé publique, d'addiction, de criminalité induite, etc. Donc ça, je crois que c'est quand même un premier point. Et alors, on sent que certaines organisations qui ont une culture de la violence actuelle encore forte, je pense notamment aux organisations qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud ou des Balkans, qui, eux, sont, on dirait, nos limites. Et je rejoins ce qu'on disait ici à l'instant, et je reprends les propos du procureur fédéral qui a dit, quand on voit le contenu des données de Sky ici, on n'a plus besoin d'abonnement à Netflix sur les narcos et autres, parce que c'est malheureusement la réalité. Et je crois que c'est là qu'on doit être sensibilisé, sans verser dans la panique ni dans l'horreur, mais la menace, elle est là. Et je disais en introduction, quand on parle de Giovanni Falcone, l'histoire peut repasser les plats, mais c'est là qu'on en est. On doit rester vigilant et certainement continuer le travail. Rapidement, avant de continuer, Sébastien Joris, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des magistrats, des policiers, des avocats qui craignent d'être en danger ? Oui, clairement, il y a des magistrats qui ont travaillé ou qui travaillent aujourd'hui sous protection avec parfois des données assez concrètes qui poussent l'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace, à déterminer justement un niveau de menace et d'y afférer un niveau de protection adapté
pour certains magistrats, notamment. Et on pense évidemment à la situation aux Pays-Bas, où un journaliste, un avocat... Elle est vraiment intéressante, cette situation aux Pays-Bas, parce qu'on a eu en septembre 2019 l'assassinat d'un avocat, on a eu cet été l'assassinat d'un journaliste, avec un point commun entre chaque, c'est qu'ils étaient proches d'un repenti. Le frère de ce repenti avait été assassiné en 2018. Alors, a priori, aucun lien direct dans les enquêtes avec la Belgique, mais de manière générale, on sait que les groupes criminels entre les Pays-Bas et la Belgique, ils sont étroitement liés, et notamment la Mokromafia qui est active lorsqu'il faut par exemple retirer les cargaisons de cocaïne dans les différents ports, que ce soit Rotterdam, Anvers ou même ailleurs, des organisations actives que ce soit dans la cocaïne, dans le cannabis ou dans les drogues de synthèse. Donc la violence aujourd'hui en Belgique, elle reste peut-être encore aujourd'hui à l'heure actuelle moins visible. Ce sont des jets de grenades sur des façades à Anvers qui sonnent un peu plus comme des avertissements, mais oui, la crainte existe que ça aille plus loin. Dernier élément aussi, et c'est une conséquence directe de ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est qu'il n'y a, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas dans les grands dossiers de drogue en Belgique de repentis. Pourquoi ? Notamment parce que certains avocats, et ils le disent, rechignent à assister des repentis. Ils craignent tout simplement pour leur vie. C'est ça la réalité aujourd'hui en Belgique. Allez, on continue de retracer le fil de la présence des mafias en Italie dans les années 90, au moment des assassinats des juges Falcone et Borsellino. Mais aujourd'hui, en Belgique, en Europe, on a donc parlé de ce fameux dossier Sky ICC. Et tout ça pose une question fondamentale. Quel est l'impact des mafias sur la société ? Pourquoi ne nous indignons-nous pas contre le crime organisé? Écoutez ce qu'en disait récemment le procureur fédéral Frédéric Van Leu. Il faisait la comparaison avec les attentats qui ont soulevé, eux, une vive émotion populaire. Quand des victimes sont touchées par des terroristes, c'est un petit peu comme si toute la société se sentait touchée. À tort, je pense que quand il y a des victimes de la criminalité organisée, les gens ne se sentent pas touchés comme si ça aurait pu être eux. Or, le message qu'on veut faire passer ici, c'est que c'est le cas. On a réagi face aux attentats ou même on a parlé de la marche blanche, ce sont des traumatismes collectifs. Tout le monde s'est senti à la place des parents, à la place des victimes et autres, etc. Ce que moi j'aimerais bien, c'est qu'on puisse réagir de façon efficace et c'est ce qu'on essaie de faire avec les moyens qu'on a pour le moment. Et je pense, et je salue le travail de tout le monde qui le fait, c'est de réagir avant qu'il y ait un traumatisme collectif comme l'assassinat du juge Falcone en Italie qui a provoqué à ce moment-là un changement complet du paradigme de la lutte contre la mafia. Il faudrait quand même essayer d'éviter ça. Sarah Vantor, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Il faut aujourd'hui que la société elle-même réagisse aussi à cette question des mafias. Ça ne doit pas rester quelque part une question uniquement judiciaire, prise en charge par le monde judiciaire. Non, tout à fait. On a le devoir de nous indigner, je crois. C'est notre devoir de ne pas rester passif face à l'injustice. Nous devons nous réveiller avant qu'elle nous affecte personnellement. La seule façon de lutter contre le crime organisé est de jeter des ponts entre la société civile et les institutions, la politique, le secteur d'information et tout ça. C'est quoi les risques pour la société que le crime organisé soit présent de manière importante ? Une société qui ne s'oppose pas au crime organisé est une société soumise. On doit protéger notre démocratie qui est mise en danger par la corruption, le crime grave organisé à de nombreux égards. Il y a la liberté de la presse qui est mise en danger lorsque des journalistes comme Peter R. de Vries sont menacés ou tués. Il faut protéger une économie saine. Pensons aux Panama Papers. Et aussi les droits de l'homme contre le trafic d'êtres humains doivent être protégés. Oui, la liste est très longue. François Farcy, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une question, en fait, de protection de la démocratie. Oui, tout à fait. Et en ce sens, que, comme je le disais, comme ils sont un peu sournois par un travail sous les radars, ce qu'on constate aussi, c'est cette évolution du crime organisé qui essaye de plus en plus de s'immiscer dans l'économie légale ou semi-légale, parce qu'il dispose notamment, par le blanchiment, des capitaux énormes gagnés dans le trafic de drogue et d'autres trafics. Le traite des êtres humains est
un business qui leur rapporte énormément d'argent aussi, commencent à occuper une position dans la société pour finalement se présenter sous un jour tout à fait normal. Et ça sont pour moi des menaces claires qui menacent notre état de droit et toute la société, qui peut être minée parce qu'il y a alors des prises de pouvoir via la corruption ou des investissements, etc., qui font que c'est vraiment une menace pour nos États démocratiques. Est-ce que si on n'y fait pas attention, on risque de se retrouver dans une situation comme l'Italie des années 90 où l'État est totalement gangréné, où on a laissé la place ? Le but des autorités policières et judiciaires, c'est qu'on n'en arrive justement pas là. Le danger existe et c'est pour ça que les autorités luttent actuellement à ce point et qu'elles en ont fait une priorité par rapport à d'autres phénomènes que ces autorités ne peuvent plus désormais traiter parce qu'en fonction des moyens, il faut agir par priorité. C'est une priorité, la lutte contre les organisations criminelles internationales, aujourd'hui active en Belgique. Vous avez parlé de l'infiltration de l'économie réelle par le crime. Il y a évidemment aussi tout l'aspect corruption à quelque niveau que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la police, les risques existent, mais que ce soit aussi, j'allais dire, pour le travailleur lambda, pour le travailleur au port d'Anvers, qui est dans une position privilégiée, à qui on dit soit tu prends l'argent, soit tu prends le plomb, entre guillemets, soit tu prends la valise et tu nous donnes des informations, soit tu prends le plomb qu'il y a dans l'arme que je tiens dans les mains. Ouais. Ça touche tout un chacun. On entend cette situation tendue, étonnante en fait, dont on parle jusqu'ici relativement peu, à part les dernières grandes affaires dont il a été question. François Farcy, pour terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que pour vous, en termes de courage, en termes d'intégrité, des personnes comme les juges Falcone et le juge Borsellino sont une forme d'inspiration ? Est-ce que c'est des gens sur lesquels, quelque part, vous vous reposez dans votre travail ? Parce que vous vous retrouvez un peu aussi dans ces situations-là. Oui, tout à fait. Et j'ai eu la chance d'être encore ici au mois de septembre à une conférence internationale qui avait place dans l'Aula Bunker à Palerme, dans un projet européen de coopération en matière de lutte contre les organisations criminelles. Ce sont des personnages inspirants. Heureusement, nos systèmes ont évolué, on a renforcé la justice et maintenant on a, une structure derrière. Mais c'est vrai que le courage et surtout aussi la méthodologie que le juge Falcone avait appliquée, notamment en matière d'attaque sur leurs moyens financiers, donc le fameux follow the money qu'on retrouve dans les priorités aujourd'hui, c'était aussi évidemment tout un... Mais c'est vrai que ce sont des personnages inspirants et surtout, ce qu'on veut, c'est que ça ne se reproduise pas. Merci beaucoup François Farcy, directeur judiciaire de la police fédérale de Liège, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et merci Sarah Vantor, vice-présidente de l'association BASTA, association anti-mafia belge. Merci à vous. Merci aussi Sébastien Joris, évidemment, d'avoir été avec nous. À bientôt. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.